il n'y a pas seulement du positif dans ces gouvernements. Est-ce que vous avez décelé quelque chose de négatif par rapport au casting qui a été fait? Je pense que le contexte dans lequel nous sommes, il est important de considérer que à plus de 70%, ce gouvernement a pris en compte un certain nombre d'exigences qui ont été faites par nous, qui ont été faites par beaucoup d'autres Congolais. Et nous pensons que nous pouvons nous satisfaire de ça. Et pour moi, il faut considérer que la plupart des personnes qui sont prises dans ce gouvernement ne sont pas connues du grand public. Et donc, il faut qu'on leur donne la chance de travailler et nous allons juger certains d'entre eux ou tous sur base des actes qu'ils vont poser. Vous savez que dans ce gouvernement, il y a quand même certaines personnes qui sont impliquées, notamment dans la vente ou l'achat des maisons de l'État. Oui. En dépit de cela, le président de la République et le Premier ministre les ont quand même prises. C'est pour ça que nous disons qu'on va voir comment ces personnes vont travailler et sur base des actes qu'elles vont poser, nous pouvons apprécier et dire si ce sont des personnes qui conviennent ou qui ne conviennent pas. Mais nous sommes dans une phase où il faut les encourager parce que le pays doit avoir un gouvernement et il y a énormément de défis auxquels les Congolais sont confrontés. Il faut donner la chance à ce gouvernement et on va les juger. Okay. Maître Jean-Claude Katende, vous êtes défenseur des droits de l'homme. Comment vous avez, je ne sais pas comment dire, vous avez jugé la frustration de certaines personnes quitter les FCC pour arriver à l'Union sacrée avec certainement des promesses à la clé qui sont aujourd'hui mis à côté dans ces gouvernements. La frustration, je parle notamment de M. Steve Mbikayi qui a tweeté, qui a dit qu'un parti comme le PT, le Parti travailliste, mis à côté dans ces gouvernements, c'est une erreur qui doit être corrigée. Votre sentiment par rapport à cela? D'abord, nous devons nous mettre d'accord sur le fait que on ne peut pas faire un gouvernement avec tous les partis politiques, avec tous les Congolais. Ça c'est clair. Et si nous avons cette vision de voir les choses, la conséquence est qu'on fera un gouvernement de 80 millions de Congolais, ce qui n'est pas possible. Il faut dire aussi que notre pays a un problème sérieux parce qu'on a fait de la politique aujourd'hui un seul secteur qui permet aux gens d'avoir de l'argent, de pouvoir se retrouver. Et donc tout le monde veut être ministre, tout le monde veut être dans un cabinet. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut qu'on diversifie les secteurs, que l'économie fonctionne, que l'enseignement fonctionne, en sorte que même un maçon qui fait un travail quelque part, qui est bien payé, n'aura pas l'idée de devenir politicien. Parce que chez nous, la politique est devenue vraiment une profession. Un gagne-pain. Voilà, une profession, un gagne-pain, en sorte que même M. Steve, qui a fait longtemps au gouvernement, voudrait revenir encore sans penser aux autres Congolais. C'est pour ça que nous disons, M. Steve Mbikayi, il a fait longtemps au gouvernement, depuis l'ancien président Joseph Kabila, il a été reconduit dans le gouvernement FCC, il peut aussi laisser la place aux autres Congolais et continuer à se battre parce qu'il a des députés au niveau de l'Assemblée nationale et continuer à se battre pour que ce gouvernement fasse du bon travail et surtout qu'en 2023, qu'il puisse gagner davantage de sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je suis étonné surtout de l'acharnement de certains Congolais à être à tout prix au gouvernement, comme si
ils ne sont pas au gouvernement, ils ne vont pas vivre. Comment vous avez analysé ce gouvernement? Il y a eu beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs qui ont traversé, qui ont quitté l'hémicycle, le Sénat pour arriver au gouvernement. Votre analyse par rapport à cette situation, est-ce que cela est une bonne chose ou une mauvaise par rapport à votre analyse? D'abord, il faut dire que le président de la République avait promis de ne pas nommer les députés et les sénateurs dans ses gouvernements à lui. Parce que nous devons considérer que ceux qui sont députés, ceux qui sont sénateurs, ils ont déjà un travail. Et il faut que la République tourne et qu'elle tourne pour tous les Congolais. Voyez-vous? Parce que maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? Parmi les suppléants des députés, chacun va prendre son ami, va prendre sa femme, va prendre son enfant, va prendre sa soeur ou son frère pour les remplacer au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Ce qui fait qu'il y a quand même de la discrimination et de l'injustice quelque part. Le président de la République aurait mieux fait de ne pas nommer les députés nationaux au gouvernement. Mais nous en sommes là. On dit peut-être qu'on les a pris, non pas en fonction de leur activisme politique, mais en fonction de leurs compétences. C'est pour ça que nous disons, nous allons observer, et le travail de nous, les organisations de la société civile, c'est de suivre de près chaque ministre et tous les gouvernements pour voir si la boussole qui va les orienter, c'est l'intérêt du peuple congolais ou les intérêts personnels. Ok. Quand on parle aussi actualité, on parle aussi de Lamuka aujourd'hui, des présidents dans Lamuka. Votre observation par rapport à cette situation? D'abord, je pense personnellement que j'avais déjà dit depuis le début que Lamuka n'avait pas d'avenir. Lamuka n'avait pas d'avenir, pourquoi? Parce que tous les membres de Lamuka, avant Genève, ils n'avaient jamais travaillé ensemble. Fayulu n'avait jamais travaillé avec Katumbi, Fayulu n'avait jamais travaillé avec Bemba, Fayulu n'avait jamais travaillé avec Muzito. Voyez-vous? Ainsi de suite pour les autres. Donc il n'y avait pas en fait un travail précédent qui pouvait faire que les liens entre les différents acteurs responsables de la Lamuka puissent se souder. Je l'avais dit depuis. Et ce que nous sommes en train de vivre, c'est exactement ce que j'avais déjà dit. Mais maintenant, nous avons deux personnes à la tête de la Lamuka. Moi, le reproche que je fais, je le ferai particulièrement à M. Moïse Katumbi Chapwe. Il a levé l'option d'être dans l'Union sacrée. Et nous savons que l'Union sacrée, aujourd'hui, c'est la majorité au pouvoir. Et donc, M. Moïse ne peut pas être à la fois dans la Lamuka qui est de l'opposition ou qui incarne l'opposition et être aussi en même temps à l'Union sacrée. On ne peut pas être de la majorité et de l'opposition. Donc il faut savoir lever l'option. C'est pour ça que moi j'avais dit, M. Moïse ferait mieux de créer tout simplement une autre plateforme, de laisser la Lamuka entre les mains de Fayulu et de Muzito. Parce que M. Jean-Pierre Bemba aussi est dans l'Union sacrée. Donc on ne peut pas être à la fois et de la majorité et de l'opposition. Ok, mais je ne sais pas, comme ça, une idée m'est venue en tête comme ça quand vous étiez en train de répondre. L'Union sacrée n'est pas une plateforme politique. L'Union sacrée, ce n'est pas aussi un regroupement politique. Ben, on a dit que l'Union sacrée, c'est une nouvelle façon, un nouveau mode de gestion du pays. Comment il peut y avoir incompatibilité entre être de la Lamuka et adhérer à l'Union sacrée? Il y a incompatibilité parce que la majorité parlementaire, on la détermine à partir de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il est clair que M. Moïse Katumbi Chapwe, M. Jean-Pierre Bemba sont dans la majorité parlementaire. Et cette majorité est proche au président de la République. Donc, il est clair que ceux qui ne sont pas
ceux qui ne font pas partie de cette majorité parlementaire sont dans l'opposition. C'est le cas de la Mouka et c'est le cas du PPRD ou du FCC, la partie qui est restée avec M. Joseph Kabila. Donc il est clair, parce qu'on ne peut pas seulement dire que l'Union sacrée n'est pas une plateforme, n'est pas un parti politique, mais c'est ça en fait la duplicité, parce qu'on sait que tous ceux qui sont dans l'Union sacrée, particulièrement les députés, constituent aujourd'hui la majorité au pouvoir au sein de l'Assemblée nationale. Donc il est clair que M. Moïse Katumbi Chapwe comme M. Jean-Pierre Bemba ne peuvent pas à la fois être au niveau du Parlement au sein de la majorité et être aussi dans l'opposition avec la Mouka ou avec les FCC. Il faut savoir opérer les choix. L'échec de la Mouka, est-ce le problème d'un mauvais casting ou une guerre d'ego? Je ne sais pas. Bon, n'étant pas très proche de la Mouka, j'observe de loin. Et je dis tout simplement que Martin Fayulu a travaillé pendant plusieurs années avec l'UDPS principalement. Et je crois que c'est avec ces partis politiques qu'il se retrouverait mieux qu'avec ceux qui sont avec lui aujourd'hui. Parce que tout compte fait, M. Mouzito représente quoi politiquement? C'est juste une personnalité. Et Mouzito n'a pas de député à l'Assemblée nationale. Politiquement, on peut parler encore de SID qui n'a qu'un député à la personne de M. Martin Fayulu. Mais Mouzito représente quoi sur le plan politique? À part que c'est un ancien Premier ministre. Mais alors, je vois, c'est comme si la Mouka, déjà, il y avait déjà, je ne sais pas, une divergence de le départ. Parce que vous voyez deux mastodontes de la politique, en l'occurrence M. Jean-Pierre Mbemba et M. Moïse Katumbi, qui ont des députés nationaux, provinciaux et sénateurs. Et de l'autre côté, avec Fayulu et Mouzito, qui ont à eux deux qu'un seul député. Donc ils sentaient déjà que les deux autres étaient une menace pour eux. Ils étaient plus une menace que des coalisés. De toutes les façons, il faut vous mettre en tête que la Mouka, pour moi, n'avait pas dès le départ d'avenir, comme je l'avais déjà dit. Et aujourd'hui, politiquement, quand nous parlons du poids politique, il faut voir principalement la composition au niveau du Parlement. Et comme vous l'avez bien souligné, M. Moïse Katumbi a beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Nous n'allons pas revenir sur comment ces députés les sont devenus, parce que ça, c'est quelque chose qui est resté derrière nous et nous devons tirer des leçons pour avancer. Nous savons aussi que M. Jean-Pierre Bemba, comme vous l'avez aussi souligné, a des députés au niveau national comme au niveau aussi des provinces. Donc politiquement aujourd'hui, sur base de ces critères, M. Mouzito et M. Martin Fayulu n'ont pas le même poids politique. Nous sommes en train de finir avec le dossier Bukanga Lonzo. Où en sommes-nous aujourd'hui? 60 tonnes de récoltes sont en train de pourrir là-bas. Où en sommes-nous? Parce que vous maîtrisez bien le dossier. Et j'ai lu un de vos tweets récemment sur le dossier Bukanga Lonzo, Matata Pogno et autres. Où en sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut dire que ce dossier a été éclairé beaucoup plus par l'inspection générale des finances, qui a produit un rapport dans lequel certaines personnes, dont l'ancien Premier ministre Matata, sont mises en cause. Et il revient à la justice de conduire pour ceux qui sont sénateurs et députés les procédures qu'il faut pour que leurs immunités soient levées et que les dossiers soient en fait mis en branle au niveau de la justice pour que les uns et les autres soient entendus et que les dossiers soient envoyés en fixation pour que ce projet qui a été vraiment une grande escroquerie financière, politico-financière je dirais, puisse permettre à ce que
tout le monde, tous les Congolais, parce que l'argent qui est mis dans ce projet ici, c'est l'argent du contribuable congolais. Nous avons besoin de connaître la vérité sur les dossiers et cette vérité ne peut être connue qu'à partir de la procédure judiciaire. Bon, j'ai une crainte comme ça avec les dossiers, avec le procès 100 jours. Nous avons peur avec les procès, les récents procès de l'EPSP avec monsieur le ministre Bakonga. Nous avent peur que ces procès puissent devenir un procès creux, qu'on ne puisse pas voir clair. Les Congolais craignent aujourd'hui. État de droit, bon, je ne sais pas. Selon vous? Non, je pense que notre justice est en train de se remettre au pas. C'était par rapport à la poursuite concernant les détournements des deniers publics sous le régime du président Kabila. Aujourd'hui, la justice est en train de reprendre la main. Et cette reprise de la main ne se fera pas sans erreur. Mais il faut qu'elle s'améliore au jour le jour. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, nous avons quand même quelques personnes en prison pour avoir géré l'argent de l'État de manière non conséquente. Et cela pourrait donner des leçons à ceux qui gèrent encore pour que l'argent de l'État soit géré de la bonne manière. Je crois que c'est vers ça que nous devons tendre. Mais n'oubliez pas aussi que notre société a été instrumentalisée en termes de tribus. À chaque fois qu'on a mis en cause M. Katende va se faire accompagner des gens de sa tribu pour qu'on ne les touche pas. Comme quand on met en cause X, les gens de sa tribu veulent qu'on ne le touche pas. Mais finalement, on va toucher qui? Finalement, comment on va assainir notre environnement politique, économique et financier? Il faut que quelque part les personnes soient mises en cause. Et si les procès ne sont pas bien conduits, ne donnent pas satisfaction, il y a le degré, hein, le degré d'appel. C'est pour que les gens suivent. Et aujourd'hui, les Congolais ont beaucoup d'intérêt pour les procès. Et je crois qu'ils se font, chacun se fait, même s'il n'est pas avocat, s'il n'est pas magistrat, il se fait sa propre idée de ce qui se passe dans le pays. Au moins, les gens peuvent avoir la possibilité d'écouter les uns et les autres, se défendre et chacun suivra soit ce que la justice dit, soit il se fera sa propre idée. Maître, vous êtes à Kinshasa. La gestion de la ville, les situations Néron Mbungu, Gentini Ngobila, sa déchéance, la motion et toute cette amalgame des histoires. Comment vous jugez la gestion de la ville, province de Kinshasa et toutes les crises qu'ils sont en train de connaître aujourd'hui dans l'Assemblée provinciale, au niveau de l'hôtel des villes? Qu'est-ce qui se passe? Et vous, en tant que défenseur de droits humains, pensez-vous que les droits de Néron Mbungu ont été respectés? D'abord, je dois dire qu'on ne pouvait attendre rien de bon de M. Ngobila. M. Ngobila venait de Yumbi. Et vous savez tout ce qui s'est passé à Yumbi, les pertes en vie humaine qu'on a connues là-bas. On ne pouvait pas attendre de ce monsieur une bonne gestion de la ville et surtout le respect des droits des Kinois et des Kinoises. Voyez-vous? Et donc, quand je prends cet élément en compte, je conclus tout simplement que la déchéance de monsieur le vice-gouverneur n'a été qu'un règlement de comptes. C'est tout. On a voulu régler des comptes à ces messieurs tout simplement parce qu'il a eu le courage de dire tout haut ce que beaucoup de gens disent tout bas. C'est ça son malheur. Est-ce qu'il était devenu un témoin gênant? Je pense qu'il a été un témoin gênant, mais si j'étais à sa place, je dénoncerais et je démissionnerais. Parce que ce que je n'ai pas compris chez lui, il n'était pas satisfait de la manière dont la ville a été gérée. Il l'a dénoncé, mais il est quand même resté vice-gouverneur. Il n'y a pas de cohérence pour moi.
Pour finir, je voulais juste, est-ce que vous sentez qu'il y a plus une complicité entre M. Ngobila et le président de l'Assemblée provinciale, M. Godé Mpoyi? Lui qui devait normalement être les gendarmes, le policier de l'exécutif provincial devient beaucoup plus ami je sais pas comment dire, co-ami, je sais pas, coopérant comme ça avec le gouverneur, et au lieu d'être les gendarmes. Comment vous sentez avec cette rapidité, la façon dont ils ont traité de façon rapide la motion de déchéance de M. Néron Bongo? Comment vous avez jugé? Non, il faut dire pour moi que tous ces réseaux ont un règlement de compte. Tout le monde savait que le programme Kinbopeto était mal parti et que ce programme ne pouvait pas réussir. D'abord, on l'avait lancé, il n'y avait pas de moyens. Il n'y avait pas de moyens. Malgré les théâtres qui étaient faits, on y a même impliqué le président de la République, il n'y avait pas de moyens disponibles. Ça, c'est la première chose qui, en fait, conduit à l'échec de ce programme. La deuxième chose, en connaissant notre mentalité à Kinshasa en termes de gestion des déchets au niveau des familles comme au niveau des autres institutions, on ne pouvait pas commencer pareille action sans avoir commencé par une forte sensibilisation des citoyens pour les entendre, voir quelles sont leurs attentes par rapport à la gestion des déchets dans la ville et les impliquer, parce que Kinbopeto n'est pas seulement une affaire de quelques personnes qui balayent la ville, mais ça doit être une question de tous les Quinois, de toutes les Quinoises qui doivent s'impliquer pour que quand je bois l'eau dans un sachet de l'eau pure, que je puisse jeter ce sachet à un endroit approprié. Aujourd'hui, vous allez entendre certains Quinois qui jettent une bouteille d'eau dans la rue, qui disent, les gens de Kinbopeto, nous leur donnons du travail. Parce que si nous ne faisons pas comme ça, ils n'auront pas du travail. Donc, ça veut dire en d'autres termes que cette sensibilisation préalable n'a pas été faite. On n'a pas mobilisé les citoyens pour qu'ils soient participants au projet ou au programme Kinbopeto. Et le vice-gouverneur a eu évidemment raison de dire que ce projet a été mal géré, était mal parti, et donc on ne peut pas attendre les résultats. Et on a utilisé l'Assemblée provinciale pour pouvoir lui régler des comptes. Mais ce qui est grave, c'est qu'on n'a jamais entendu l'Assemblée provinciale de Kinshasa interpeller les ministres provinciaux sur la question de Kinbopeto. On n'a jamais entendu l'Assemblée provinciale de Kinshasa interpeller les ministres provinciaux sur la question, par exemple, de la gestion du marché, où les gens ont perdu énormément leurs biens dans un contexte particulièrement difficile. Et je viens de recevoir un tweet là, monsieur Néron Bongo a été rétabli par la Cour constitutionnelle, pour vice des procédures. Votre réaction à ça? Non, mais c'est pour ça, en fait, cette position de la Cour constitutionnelle est conforme à ce que je disais. On a tout fait pour régler des comptes à ce monsieur, comme vous l'avez dit, qui est devenu un témoin gênant. Okay. Je vous dis merci. Est-ce que votre mot de la fin pour nous, les réformes, vous faites les réformes. Là, hier, on vous a surpris à un atelier de réformes à l'hôtel Memlink. Si vous pouvez finir par là et donner votre mot de la fin. En fait, à l'atelier où nous étions à l'hôtel Memlink, c'était tout simplement pour harmoniser les points de vue de la société civile sur la question des réformes électorales. Et en même temps aussi mettre en place notre équipe de plaidoyer qui doit entrer en contact avec l'Assemblée nationale, avec les députés, pour que certaines considérations, certains points sur lesquels la société civile voudrait avoir des changements soient pris en compte par les députés nationaux. En termes de mot de la fin, c'est tout simplement de vous remercier de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer sur beaucoup des questions d'intérêt national.
Merci beaucoup, Maître Jean-Claude Katende. Merci. Ok. Ça en est fini de l'entretien de cette journée et je vous dis merci déjà de nous avoir accordé votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, partagez l'émission, vos suggestions, vos remarques et pourquoi pas vos messages d'encouragement. Vous pouvez les faire passer sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Hilaire Clark Nyoka qui était à la prise de vie et au montage et à toute la grande équipe de Vision Plus Télévision. D'ici là, je vous retrouve avec le même plaisir. Ciao.